Devant les Jeux Olympiques, à la télévision, derrière les médailles, la gloire ou la compétition, il y a quelque chose qui ne se perçoit que dans les yeux des athlètes. Qu'ils soient ou non victorieux, presque rien. C'est un éclat soudain, une émotion, on n'est pas sûr d'y croire, même si on l'a imaginé depuis tout petit. On voudrait se pincer pour être sûr que c'est vrai. On l'a répété, fantasmé, rêvé tant de fois ce moment. Et voilà qu'on est en train de le vivre. C'est ce qui revient le plus souvent quand ils sont interrogés, les sportifs, aux Jeux Olympiques, leurs rêves d'enfants. Et je me demande à quel moment on décide de les oublier, de devenir princesse ou pompier, d'être champion de football, acteur de cinéma, d'écrire des romans plus grands, plus beaux, plus forts que ceux qu'on est en train de dévorer. Je me demande ce qui est de plus triste ce matin, entre tout faire pour réaliser ses rêves au risque d'échouer, et se souvenir un jour comme ça, sans s'être préparé devant la télévision, de ce qui, il y a très longtemps, vous faisait rêver. Se retrouver dans cet état que décrivait si bien Hubert Félix Thieffen, cet état qui lui faisait écrire « Tu as perdu tes rêves d'enfant, tu passes à travers le jour, pâle, éphémère et transparent. » Non. Boomerang, Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel rêve défile dans le regard de mon invité d'aujourd'hui. À 22 ans, il est, n'ayons pas peur des mots, la nouvelle sensation de Hollywood et à moitié français par-dessus le marché. D'une première percée dans Interstellar il y a 4 ans, en passant par le triomphe de Lady Bird lors des derniers Golden Globes, son rôle d'adolescent amoureux dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Verdict le 4 mars. Bonjour Timothée Chalamet. Waouh, j'ai jamais eu une introduction comme ça et j'ai peur maintenant que les gens qui écoutent ça vont être seulement déçus par le manque d'intelligence et déjà je dis aux gens qui écoutent aussi, mon français n'est pas parfait, alors excuse-moi si quelquefois je me lance en anglais parce que je cherche des mots en français quelquefois. Merci d'être là. Vos rêves d'enfance, vous, Hollywood par exemple, vous en avez toujours rêvé ? En fait, le rêve, c'était d'être joueur de football et comme beaucoup de jeunes, je crois, et surtout quand je passais mes étés en France, le rêve, c'était d'être joueur de football professionnel. Quand je passais ma jeunesse en Amérique, ce rêve changeait un petit peu au niveau de basket. Mais quand j'avais 12 ou 13 ans, j'étais accepté à un lycée qui s'appelle La Guardia, qui est un lycée d'art à New York, public, qui est vraiment extraordinaire. Et il y a beaucoup de sujets, beaucoup de disciplines d'art. Il y a la danse, musique chantée, c'est drame. Ça. Vous qui êtes né à New York et qui avez grandi sur la côte Est, je me disais que vous m'auriez parlé du théâtre, de Broadway. Oui, c'est ça. Non, mais ma mère, elle travaille à l'Union, le syndicat. Le syndicat pour les acteurs de théâtre à New York qui s'appelle Equity. Alors, c'était un des grands cadeaux de ma jeunesse, que j'avais l'opportunité d'un âge très jeune d'y aller au théâtre, à Broadway. Comme vous venez de dire, j'ai vu un spectacle qui s'appelle Death of a Salesman quand j'avais 15 ans. Mort d'un commis voyageur. C'est ça, avec Philip Seymour Hoffman et Andrew Garfield. Ça m'a changé, ça m'a vraiment inspiré d'être acteur, mais aussi quand j'avais plus jeune, un spectacle qui s'appelle Slava Snow Show aussi. Alors de grandir à New York, de grandir dans le quartier où j'ai grandi qui s'appelle Hell's Kitchen, c'est le quartier de théâtre, c'était vraiment, je ne serais pas acteur sans New York, sans Hell's Kitchen et surtout sans ce lycée que je viens de décrire. Et alors Hollywood, quelle machine est-ce que c'est pour vous, Hollywood ? En fait, j'ai de la chance que ma mère, elle était actrice, ma grand-mère, elle était actrice et danseur sur Broadway. J'ai un oncle qui est réalisateur à Los Angeles et j'ai une tante qui est écrivante aussi. Alors, il y a une déstabilisation, je crois, qui arrive avec pas nécessairement des acteurs, mais des musiciens, des gens qui sont mis tout d'un coup dans une situation de médias, de exposure, d'exposition, c'est vrai. Et ça, c'est où il y a le romanticisme tragique qu'on aime faire sur les gens qui sont mal affectés par showbiz. Mais ça, pour l'instant, je suis très jeune. Les gens qui écoutent ça, probablement aucune idée de qui je suis. Mais ces derniers mois où ça commence, je dois dire que c'est pas le déstabilisation, ce n'est pas
ma vie n'a pas changé. C'est le même. Je suis à New York, je passe plus de temps à Los Angeles, mais je regarde toujours les matchs de Saint-Étienne, je regarde toujours les matchs de New York Knicks. J'écoute ma musique que j'aime bien. It's all good. Et vous dites ça commence, mais ça commence très très bien parce qu'Hollywood vous adore. Timothée Chalamet aujourd'hui en France sortent 2 films qui sont présents aux Oscars. Lady Bird qui avait triomphé lors des derniers Golden Globes, et puis Call Me by Your Name pour lequel vous êtes nommé quand même à l'Oscar du meilleur acteur, à côté de Gary Oldman, qu'on avait reçu pour son incarnation de Churchill dans cette émission, de Daniel Day-Lewis, qu'on a reçu aussi, ou encore de Denzel Washington, qu'on attend Denzel d'ailleurs s'il nous écoute. Ça serait pas mal. Vous avez Denzel, get on the show! Vous avez vu leur film? Denzel Washington, ça c'est dans les 3 acteurs qui m'ont vraiment inspiré le plus. Je l'ai vu dans 2 spectacles à New York. Un quand j'avais 12-13 ans qui s'appelle Fences, qu'il a fait dans un film qu'il a réalisé l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui. Mais quand il a joué originalement, c'était avec Viola Davis qui est aussi dans le film. Mais c'est difficile pour moi à décrire en français. It was so incredible. It absolutely changed me. C'était incroyable. C'était et incroyable. Ça vous a changé. Et vraiment, ça m'a lancé dans l'esprit de ce carrière, comme les autres performances comme Heath Ledger dans The Dark Knight ou Joaquin Phoenix in The Master et Daniel Day-Lewis. There Will Be Blood, My Left Foot, The Last of the Mohicans, Phantom Thread. Le dernier des Mohicans, Gary Phantom Oldman Thread. aussi. Gary Oldman est dans le film que j'ai dit avant, qui m'a plus que tous les projets, tous les trucs de théâtre et films que j'ai vus, qui m'a vraiment donné l'envie d'être acteur. C'était The Dark Knight, qui a réalisé Christopher Nolan et Heath Ledger est dedans. Et ce qui a joue le fait Heath Joker. Ledger, qui joue le Joker dedans, j'avais 12 ans, je me rappelle, c'était à Times Square, c'était 7h30, AMC Empire 25, c'est ça le nom du théâtre à New York, à Times Square où je l'ai vu. Et je suis parti de ce théâtre, un homme changé. Et j'étais avec ma grand-mère et ma mère. Et je me suis rendu compte, c'était même pas le désir d'être acteur. Souvent, j'écoute des interviews avec des autres acteurs, ils sont demandés pourquoi tu voulais être acteur. Ils donnent ces réponses super intellectuelles. Et je me sens stupide à côté d'eux parce que ma raison, c'est vraiment que je ne pouvais pas. And that's it. I just couldn't act. Vous pouvez pas faire autrement. Exactly. J'ai lu Call Me by Your Name et c'était la même impression. C'était pas ce désir joyeux d'être à partir de ce projet, mais plutôt une sensation de oh my god, il faut que je suis à partir de ce projet. Alors on va en reparler évidemment, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que votre entrée fracassante dans le 7e art aux États-Unis, elle se fait à un moment très agité de l'histoire du cinéma. Je pense évidemment au scandale Weinstein, au mouvement MeToo, et dans son sillage le parfum de soufre qui entoure un réalisateur qui vous a fait tourner. Un scandale! Un scandale! Tout est parti de l'interview de la fille adoptive de Woody Allen sur CBS. I was sexually assaulted. Dylan Farrow accuse son père de l'avoir violée quand elle avait 7 ans. Depuis cette interview, Hollywood se désolidarise de Woody Allen. Woody Allen répond. Selon lui, Dylan est manipulé par sa mère qui veut se venger du divorce. Un stratagème pour lui faire payer sa relation avec son autre fille adoptive. Woody Allen a défrayé la chronique avec sa liaison, puis son mariage avec Soon-Yi, de 35 ans, sa cadette. Le réalisateur est même dénoncé par d'autres membres de sa famille. Son fils, Ronan, c'est lui qui a révélé l'affaire Weinstein. Le cinéaste de 82 ans, multi-oscarisé, en passe de devenir persona non grata à Hollywood. Plusieurs comédiens qui ont tourné avec lui ont décidé de reverser leur cachet à l'association Time's Up. C'est le cas de Timothée Chalamet, Greta Gerwig. Et Marion Cotillard. Amazon, qui a produit son prochain film, Rainy Day in New York, va peut-être le sortir directement en ligne et non en salle aux États-Unis. Mais ses producteurs pourraient aussi décider de ne pas le sortir du tout. That's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly. Comment vous avez vécu cette période, vous? Comment est-ce que vous la vivez aujourd'hui? C'est très important. Et plus important que le mouvement, pour moi, c'est de se mettre dans une position d'être le plus bon supporter que tu peux être. De supporter les initiatives comme Time's Up, où j'ai fait une donation pour eux, qui essaient d'accélérer le procès de changer Hollywood. Et c'est with a great pride que je peux être un membre de cette génération et de ce nouveau vague qui a ces idées dans la tête qu'il faut changer. Mais alors du coup, est-ce que vous avez des critères pour accepter un rôle, Timothée Chalamet? Par exemple, Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me by Your Name, pourquoi vous lui avez dit oui à lui? Parce que c'est un réalisateur que j'avais vu I Am Love quand j'étais à l'université et ça m'a choqué et
c'est l'idée que j'avais dit non au projet qui avait un côté commercial parce que c'était justement une carrière que je voulais pas suivre. Et quand j'ai vu I Am Love, et j'ai compris que j'avais l'opportunité de me mettre dans un film de Luca, surtout dans un rôle qui était grand, je me suis dit, il n'y a aucune possibilité que je peux dire non à ça. Dans ce film, vous êtes Elio, un ado de 17 ans qui tombe amoureux d'un étudiant plus âgé venu passer l'été dans la somptueuse demeure de ses parents en Italie. Le film se passe au début des années 80. Il est adapté du roman d'Andrea Siman paru il y a 11 ans. En France, il repose sur un scénario de James Ivory et c'est l'histoire douce, très lumineuse d'un premier amour. Qu'est-ce qu'une histoire comme celle-ci vous a appris sur vous, sur l'amour, sur la jeunesse, sur la tristesse aussi, peut-être? C'est surtout le speech que Michael Stuhlbarg donne vers le fin du film, parce que ces répliques c'est un leçon dans comment... Le discours du père? Ouais, discours du père, c'est comment souffrir. Comment souffrir en mettant en addition un autre niveau de souffrir en se disant que je suis bête ou j'ai mal fait dans mon romance ou j'aurais dû commencer plus tôt, que de souffrir c'est déjà difficile, alors laisse-toi souffrir tout seul. Celle qui est amoureuse et qui ne souffre pas dans cette émission, c'est la culture et son actualité cœur d'artichaut. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Oh, je suis content de te dire. Quelle belle image, Charles d'affiche chez Auchmer. Bim Bam Boum, 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, son film Phélomène, aux 20 millions d'entrées, le réalisateur Danny Boone fait son grand retour sur le terrain de l'humour. Sa nouvelle comédie, la 6e, titrée La Ch'ti de famille, sort aujourd'hui en avant-première dans tous les cinémas du nord de la France. Hommage à ses origines ch'tis et taquin sur le snobisme parisien. Le film sortira dans le reste du pays mercredi prochain. Tous gaga, des mangas, la Japan Expo, manifestation consacrée à la culture populaire japonaise, a révélé hier les lauréats de ces prestigieux prix Daruma qui sacrent le meilleur du manga international. Au total, 10 récompenses ont été distribuées, notamment au mangaka Yoshitoki Oima qui repart avec 2 prix, le Daruma d'or pour sa fresque sensible sur une jeune malentendante titrée A Silent Voice et celui de la meilleure nouvelle série avec son épopée fantastique To Your Eternity du rabot Yoshitoki. C'est une maison bleue. Non, désolé, là c'est une maison rouge en fait. Pour sa dernière année d'ouverture, la Maison Rouge, espace d'expo parisien aussi pointu qu'exigeant, propose dès aujourd'hui 3 nouveaux événements à découvrir jusqu'en mai. Au programme, les peintures sidérantes de Seija Stoshka, artiste rome réchappé des camps, les Black Dolls, ces poupées africaines-américaines artisanales de la collection Déborah Neff, et puis l'installation Demeure du plasticien français Lionel Sabaté. Ça va même très très bien. Dieu merci, c'est vendredi, alors on sourit, on bouge son body, on gambille en entrant dans le club 1, 2, 3, 4, 5, la première livraison disco techno-pop des Parisiens déglingos de Bagarre. On valse sur les chansons majestueuses et mélancoliques du nouvel album de Raphaël Lanader alias L, et sinon on twerk fort sur Day 6ix9ine, le premier opus de 6ix9ine, nouveau fluo kid sulfureux du rap quinri, Easy. Timothée Chalamet, invité de Boomerang ce matin, à quelques jours des Oscars, où il est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans Call Me By Your Name. Le film sort en France, en même temps d'ailleurs que Lady Bird de Greta Gerwig, qui a été la grande surprise. Je savais pas qu'il sortait le même jour des derniers Golden Globes, dans lequel vous jouez également. La France vous découvre. Et vous êtes franco-américain. Qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous? Supporter de Saint-Étienne. Et quand et comment est-ce que vous avez découvert la France? Mon père est français, j'ai passé mes étés. Il y avait pas le procès de découvrir la France parce que depuis que j'ai une conscience, depuis que j'ai un awareness que je suis un humain, la France c'est une partie de ma vie. Et vous parlez français À la maison, à New York, en grandissant, mon père me parlait en français, je lui répondais en anglais. Là, c'est la première jour que je suis en France. Depuis quelques temps. Alors, encore, je m'excuse aux gens qui écoutent, où il y a plein d'erreurs, ou des erreurs grammaticales, ou les le qui sont là par rapport au là, ou là qui est là par rapport à le. Quel souvenir est-ce que vous gardez de vos étés dont vous parliez, de vos étés passés en France chez vos grands-parents? C'est beaucoup comme Call Me By Your Name. C'est des images, Oui, non, mais c'est surtout le temps qui passait. Et le temps qui passe sans la pression
je sais pas, de l'internet, des relations, des problèmes showbiz. C'était une source d'inspiration? Ah ouais, absolument, Pour ouais. ce Non, c'est surtout les scènes de petit déjeuner dans Call Me By Your Name où on mange tous ensemble le matin. L'approche de vie, pas aussi stressée, comme j'ai dit, ou pas aussi, avec pas d'autant de pression, mais plutôt lent et relax. Ce qui est intéressant dans ce film, qui est un film de sensation, vous le disiez à demi-mot, c'est aussi que vous y parlez à la fois français, mais aussi anglais et italien, passer d'une langue à l'autre. Quel exercice est-ce que c'est pour vous? Le français et l'italien, ce n'était pas aussi intéressant pour moi que l'anglais et français. Juste parce que je parle pas italien, alors de faire l'acting en italien, c'est vraiment dans une langue que tu parles pas, c'est vraiment tu te donnes dans les mains de l'univers et tu espères que ça va se bien passer. Dans la gueule du loup. Non, ouais, c'est ça. En français, j'aimais beaucoup acter en français parce que je trouvais que je sentais moins impression de moi-même de faire plus dans les scènes. Parce que en anglais, les mots sont tellement proches de moi, je crois que peut-être je perds un awareness Une conscience de ce qui est dit dans une scène quelquefois. Et quand je faisais les répliques en français, les mots sont plus puissants au niveau que, je sais pas, c'est pas la langue maternelle. Et puis on n'est jamais la même personne dans une autre C'est ça, langue, ouais, non? les personnalités changent. Quand je parle français, je suis beaucoup moins affirmé parce que il y a plus d'insécurité. En tout cas, ce film, ça a bien été le lieu d'un apprentissage. Vous avez même appris à jouer du piano et de la guitare. Je crois même vous avoir vu jouer de la basse dans Lady Bird. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cet apprentissage de la musique accéléré? Vous continuez à jouer? Non, c'est un des grands cadeaux d'acting et des moments négatifs aussi, c'est que quand il y a l'obligation de apprendre quelque chose pour un rôle, l'habilité de jouer le piano ou parler italien, ça, tu l'as pendant le film, mais quand le film finisse, genre, il y a aucune raison après de continuer. En revanche, la musique, il paraît que vous rappez, Timothée Chalamet. Non, comment dire, retired. Vous êtes un rappeur retraité. Retraité. D'accord. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. J'ai eu la réalisation que j'étais horrible. Quel rap vous inspire, Call Me By Your Name? Vous savez que cette émission est très très rap friendly, on reçoit régulièrement des rappeurs. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. J'adore le hip-hop, c'était pas un des grandes inspirations pour Call Me By Your Name. Et le rap en français? Le rap en français, il y a Booba, il y a tout le monde va éteindre la radio après que j'ai dit ça. Bah non. Quand on grandit à New York, non, ouais, dans les années 2000, Timothée Chalamet, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? A lot of Eminem. Mon premier album que j'ai acheté, c'était Get Rich or Die Trying, album de 50 Cent. J'ai acheté des versions explicites. Et ma sœur m'a dit, ma mère, pourquoi tu l'achètes, la version explicite? Ma sœur qui habite à Paris, actrice extraordinaire, qui peut-être écoute ça. Et si tu écoutes ça, Pauline, je t'adore. Et merci for being the best sister in the world. Oh là là, merci pour être la meilleure sœur du monde. Là, au niveau de la mignonnerie, on est très très proche de 100%. Et Mary J. Blige. Family Fair, yeah. Ah bah ouais. Et elle est nommée dans la catégorie meilleur second rôle et meilleure chanson, Mighty River pour Mudbound aux Oscars. Oh shit, I didn't see the supporting act. Ça c'est super. Alors si vous vous retrouvez ensemble sur le tapis rouge, quelle chanson est-ce que vous rêvez? Non mais ça s'est déjà passé. Regarde la vidéo SAG Awards. Bon, en attendant, on va l'écouter, hein, quand même, Mary J. Family Affair. C'était en 2001. Vous aviez 6 ans, moi beaucoup plus. Vous êtes sur France Inter avec Timothée Chalamet. Vous écoutez Boomerang. Set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting. So just dance for me. It's only gonna be about a matter of time before
you get loose and start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it crunk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance with me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Don't need no haters, y'all, we don't need no. We're just trying to love one another. We just want y'all to have a good time. No more drama in your life. Work real hard to make a dime. If you got beef, your problem, not mine. We on that BS outside. We gonna celebrate all night. Let's have fun tonight, no fights. Turn that Dre track way up high, making you dance all night. And I got some real heat for you this time. Doesn't matter if you're white or black. Let's get drunk 'cause Mary's back. Let's get drunk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Let's get it drunk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard. Chalamet et non Chamalet, Chamallow. L'erreur le plus commune, Ou autre c'est chamois Chamalet. d'or. Ben ouais, Chalamet, vous voyez comme vous êtes, à toujours vouloir rendre les stars plus françaises qu'elles ne le sont. Et en même temps, vous avez un petit peu raison. Avec ses boucles brunes, vous savez, ses yeux verts et ses traits fins, il a gardé cette beauté d'adolescent dans toute sa nonchalance. Il a un pull vert et un petit collier sous un t-shirt gris. Timothée Chalamet, invité de Boomerang ce matin, nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Call Me By Your Name, qui sort demain. L'histoire, on le disait, d'un premier amour en Italie au début des années 80, entre un garçon de 17 ans, polyglotte, intello, qui tombe amoureux d'un étudiant de son père. C'est l'été, et dans cette atmosphère caniculaire, ce qui frappe, ce sont évidemment les corps qui se dénudent, qui transpirent, qui désirent. Quelle importance est-ce que vous donnez au corps, vous, quand vous composez un rôle? Ça dépend sur le film, surtout avec Call Me By Your Name, pour les gens qui écoutent ça, qui vont le voir ou qui l'ont vu. Il y avait un grand blessing en faisant ce film. Une chance. Une chance que ça se passe beaucoup en anglais ça s'appelle wide shots. C'est filmé En grand angle. en grand angle. Alors c'est un peu comme un spectacle ou un play, Une pièce de théâtre. dans l'idée que c'est pas des close-up, c'est pas du dialogue intellectuel qui communique l'histoire, mais plutôt un dialogue physique entre les personnages. Et en fait, c'était ce que Greta Gerwig, la réalisatrice de Lady Bird, disait aussi pour ce film, qu'elle voulait pas que ça jouait dans les close-up, qu'elle voulait plutôt les plans larges parce que ça donne plus pour l'acteur à jouer avec. Et quel exercice est-ce que vous faites, par exemple, pour trouver le corps de votre personnage, pour vous préparer, pour voir comment il bouge, ce personnage? Je vais répondre comme Edie Falco, une actrice extraordinaire, a répondu à un camarade de classe quand on avait 15 ans, quand il était demandé une question très proche de ça, en demandant quel était son procès. Et la réponse est « je ne sais pas, mais je le fais ». Il faut être à l'aise avec son corps pour jouer la comédie, Timothée Chalamet. Oui et non, parce que je peux penser à des acteurs, des performances très rigolos aux États-Unis et en France aussi. Louis de Funès, par exemple, qui ne sont pas par définition, je dirais, à l'aise avec leur corps. Mais il savait bouger quand même. Il savait bien. Mais ma mère, elle était danseuse, alors j'avais le bon fortune de passer beaucoup de temps dans les salles de théâtre de danse en grandissant et en regardant les classes, les cours que ma mère déclenchait. Je vous pose aussi la question parce que ce film, Call Me By Your Name, c'est un film qui n'est pas dénué de sensualité. Moi, je pense évidemment à une scène épique
magnifique, incroyable, où le jeune héros se masturbe avec une pêche. Comment est-ce qu'on aborde une scène comme celle-là? Franchement, et j'espère que les gens j'espère que les gens savent que je suis sérieux quand je dis ça, que la prescription comme acteur, c'est simplement de le faire avec le plus de vérité possible et en se demandant et en se disant comment une scène comme ça se passerait vraiment. Parce que vous avez étudié le jeu d'acteur, Timothée. C'est ça la leçon que vous avez retenue et que vous gardez toujours à l'esprit. La vérité, en fait. Ouais, c'est ça, et j'espère que c'est pas cliché, mais c'est surtout avec Marlon Brando dans les années 70, Streetcar Named Desire, ça c'était vraiment le premier, où il a changé Un tramway nommé Désir. Ouais, oui, c'était presque comme il avait changé les règles d'acting, parce que tout d'un coup c'était pas l'indication d'émotion qui était le maître, mais plutôt le réalisation d'émotion. Et après, Meryl Streep, elle a travaillé avec des voice coaches. Et des coachs. Après, vous avez un coach, vous? Et Matthew McConaughey. Et après, il a commencé à perdre du poids. Alors maintenant, il y a le prescription de faire tous ces genres d'exercices en préparant pour un film. Pourquoi vous vouliez être comédien, en fait? Parce que je ne sais pas si c'est une mauvaise réponse, parce que je ne pouvais pas. Faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu des films aussi, des scènes de films qui ont été décisives? Une scène en particulier à laquelle vous pensez? Vous parlez souvent de The Master, effectivement, de P.T. Anderson. C'est le meilleur acting contemporain pour moi que j'ai vu dans les films. Et je suis sûr que c'est je dis quelque chose de naïf là, parce que j'ai pas vu tous les films des derniers 10-15 ans. Mais dans ce film The Master, que je viens de raconter, c'est la scène quand Joaquin Phoenix est interrogué et le personnage de Philip Seymour Hoffman lui dit qu'il n'a pas le droit de, blink. De cligner de l'œil. Ouais. Et franchement, l'acting, je vais même pas essayer de décrire la scène. Regarde ça, parce que c'est, pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que c'est vraiment le meilleur acting. Mais les autres scènes qui sont vraiment formatives, je pense aux scènes entre Christian Bale et The Joker, The Dark Knight, dans la salle d'interrogation encore. Vous avez un truc avec les salles d'interrogation. Yeah, exactly. Could you answer the next series of questions without blinking your eyes? Yes. Without fear and hesitation. Answer as quickly as you can. Sure. If you were locked in a room for the rest of your life, who would be in there with you? Doris. Who's Doris? Best girl I ever met, girl I'm gonna marry one day. Why aren't you with that lovely girl? I got no reason, I'm a fool. Do you love Doris? Yes. Is she the love of your life? Yes, sir. Why aren't you with her? I don't know. Yes, you do. Tell me why you're not with her if you love her so much. I told her I'd come back and I never went back, and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go I don't know! Close your eyes. Ce qui est bon sur le type de scène qui se passe dans une salle d'interrogation, c'est vraiment presque comme un exercice d'acting, parce que c'est souvent deux gens qui sont opposés d'une table, mais qui sont obligés à se regarder et communiquer entre un regard. Et ça, c'est vraiment incroyable pour moi. Il y a des films français aussi qui vous ont formé? Absolument, ouais. La Grande Vadrouille, Les 400 coups, Lola, La Boum, La vie d'Adèle. Et alors, un film français que vous pourriez conseiller aux auditeurs de France Inter, votre film français culte, ce serait lequel de tous ceux que vous avez cités? Peut-être La Boum, parce que j'avais vu ce film avec une fille française que j'aimais beaucoup, et ça m'a marqué. Vous voyez à quoi ça tient le cinéma. Merci infiniment, Timothée Chalamet, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Non, merci bien. Call Me By Your Name de Luca Guadagnino avec Armie Hammer. Pour les Oscars, on vous dit Break a Leg, Toi Toi Toi. Yes! Ou Merde. Parce qu'après cette séquence sur la pêche, on n'a plus peur de rien dire. Le matin sur France Inter. Tout de merci suite. de nous recevoir. Merci à tout le monde qui écoute, qui se dit, c'est qui ce jeune qui arrive presque à pas parler français. Ça va. Tout de suite les médias.